Julian Assange. À voir les attaques qu'on subit, elle mentionne toujours les mots « mise en danger ». Mais par rapport à quoi? À l'heure actuelle, nous risquons qu'une météorite traverse le toit de cette maison et nous tue tous. C'est un risque, c'est vrai. Mais est-ce un risque suffisamment important pour qu'on en parle? La réponse est non. C'est similaire au mot « possibilité ». Il est possible qu'une météorite puisse nous tomber dessus en ce moment, mais ce n'est pas une probabilité. Les gens qui font valoir des arguments en matière de sécurité utilisent souvent ces stratagèmes rhétoriques. Il y a un risque de quelque chose, et il y a la possibilité de quelque chose. Les gens doivent s'engager dans une défense intellectuelle contre cette manipulation rhétorique, en comprenant que si quelqu'un mentionne l'existence d'un risque sans préciser qu'il est plus élevé que celui qu'on prend lorsqu'on traverse une route, ou 2 fois plus élevé que celui d'être piqué par une abeille, alors vous devez l'ignorer. Il en va de même pour la distinction entre possibilité et probabilité. Eric Schmidt. Oui, je peux faire tout ça dans ma tête aussi. Y a-t-il des exemples que vous voudriez souligner où un résultat positif pourrait être directement attribué à Wikileaks dans la sphère politique? Quelque chose de concret et positif. Julian Assange. Le plus important semble être le printemps arabe. Eric Schmidt. Vous soutiendriez que Wikileaks y était? Julian Assange. C'est Amnesty International qui l'a fait dans son dernier rapport, tout comme les activistes et universitaires tunisiens. Note archive.today/pk majuscule petit u q majuscule z majuscule point. Voir également Deconstructing Tunilix, University of Denver, Nawaat, 20 décembre 2010, archive.today/5 t majuscule petit i d majuscule 4. Fin de note. Julian Assange. En raison de mon implication directe, il serait inconvenant pour moi de le soutenir moi-même, et je n'en suis pas directement certain. Mais je suis certain que nous avons eu un impact, et que nous avons été profondément impliqués. Eric Schmidt. Que vous l'avez influencé. Julian Assange. Je suis certain que nous l'avons influencé. Et c'était vraiment un gros moment. Ce dont je suis certain, c'est que nous avons modifié le résultat des élections kenyanes de 2007. Note. Pillage du Kenya durant le mandat du président Moi. Wikileaks 30 août 2007. Mise à jour le 9 septembre 2007. archive.today/JD H majuscule Z majuscule 4. Julian Assange. Nous avons esquinté le museau de nombreux ministres et avons poussé à la démission certaines personnes, etc. Ce sont là des mesures concrètes et claires. On pourrait dire que tout cela fut positif ou négatif, selon qu'on appréciait ou pas le type visé. Eric Schmidt. Oui, je reviens à votre argument précédent selon lequel l'effet sur un seul individu n'est pas votre véritable objectif. L'effet réel est le changement fondamental du système parce que vous dites que ces systèmes sont devenus fiscalisés, statistiques indifférents à toute pression, et qu'un exemple d'influence vraiment conséquent aboutirait à une révolution. N'est-ce pas, Julian Assange? Oui. Eh bien, on peut avoir une grande influence sans ces événements dichotomiques, mais il est aisé de parler des événements dichotomiques binaires. Et ils sont faciles à prouver. Eric Schmidt, c'est aussi de la commercialisation. Vous voulez vous vendre? Julian Assange, un parti ou un autre remporte les élections. Il y a un changement. C'est un résultat très clair, il y a une révolution. Un groupe est au pouvoir, puis un autre groupe le remplace. C'est un changement très clair. Je soupçonne que certains des autres changements que nous avons influencés sont plus importants. Je soupçonne que la libéralisation du monde éditorial est le changement le plus important auquel nous avons participé, et nous le préconisions depuis de nombreuses années. Note. Wikileaks a toujours fait campagne pour la libéralisation de l'univers de la publication. Par-delà la démonstration pratique de la liberté d'expression, les contributions les plus notables de Wikileaks ont été la publication de listes noires de censure sur Internet et son rôle consultatif fondamental dans le cadre de l'initiative islandaise pour moderniser les médias. Fin de note. Julian Assange. Ce que nous avons fait l'an dernier, nous n'aurions pu le faire il y a 4 ans. Cela n'aurait pas été possible. Eric Schmidt. Comment? Technologiquement ou en termes de... Julian Assange. Technologiquement. C'était parfaitement possible. La différence est un changement dans le statu quo. Wikileaks est devenu le statu quo. Ce n'était pas le cas avant. Pendant les 2 premières années, nous bataillions, ne serait-ce que pour nous faire accepter sur Internet. Puis il y a eu l'affaire de la banque Julius Baer, où nous avons été impliqués dans un gros contentieux juridique à San Francisco. Note, la banque Julius Baer, BJB, était l'un des plus grands groupes bancaires suisses. En 2008, Wikileaks a révélé des documents relatifs à l'évasion fiscale massive commise par des particuliers ou des entreprises liées à BJB, comprenant les comptes de trust hébergés dans les îles Caïmans,
La banque a répliqué en obtenant une injonction à l'encontre de Dinado, l'enregistreur de nom de domaine californien de Wikileaks. Cette décision a provoqué un tollé et l'injonction a rapidement été annulée après qu'une coalition d'éditeurs, dont l'Associated Press, a déposé un amicus curiae. BJB a finalement abandonné l'affaire. archive.today/B majuscule, E majuscule, petit a, N majuscule, B majuscule, point. Voir également Full Correspondence Between Wikileaks and Bank Julius Baer, Wikileaks, 19 février 2008, archive.today/3 petit k 3 L majuscule petit f point. Fin de note. Julian Assange. Nous d'un côté et de l'autre le plus grand groupe bancaire privé suisse, la banque Julius Baer, qui essayait de nous mettre hors d'état de nuire. Nous avons gagné de manière définitive et leur avons coûté leur introduction en bourse aux États-Unis. Note. Peu après l'échec de la tentative de censurer Wikileaks, la banque Julius Baer a annulé son introduction en bourse américaine. Fin de note. Julian Assange. Cela a envoyé le signal qu'il y avait dans ce monde une place pour un éditeur tel que Wikileaks. Alors, nous nous sommes mis à cimenter cet endroit au fur et à mesure. Et maintenant, nous mesurons à quel point nous l'avons cimenté puisqu'en octobre 2010, le Pentagone est descendu dans l'arène médiatique pour donner une conférence de presse de 40 minutes via son porte-parole, Geoff Morrell, affirmant que Wikileaks devait, et que je devais personnellement, retourner tout ce que nous avions publié et qui venait du Pentagone, rendre tout ce que nous allions publier, et cesser de solliciter des informations au personnel militaire ou gouvernemental américain. Sinon, le Pentagone nous obligerait à le faire. Interrogé par un journaliste lors de la conférence de presse sur les mécanismes qu'il avait mis en place pour nous contraindre, la réponse fut « Eh bien, écoutez, c'est le Pentagone, nous ne sommes pas préoccupés par la loi. » Note. Voir la retranscription de la conférence. US Department of Defense. 5 août 2010. archive.today/petit n, H majuscule, petit y, petit a, W majuscule, point. La conférence de presse peut également être visionnée sur YouTube. Pentagon Press. Fin de note. Jared Cohen. Lorsque vous avez regardé cela, avez-vous eu l'impression qu'il s'agissait simplement d'une colossale naïveté ou d'une incompréhension de la technologie ou de ses aspects techniques qui rendraient cela impossible? Julian Assange. Je l'ai fait, mais plus tard. J'ai atteint une compréhension affinée de ce qui s'était passé à cette conférence de presse. Jared Cohen. J'ai l'habitude de débuter de manière assez peu sophistiquée. Julian Assange. Que se passait-il vraiment? Cela semble ridicule. Pourquoi le Pentagone agissait-il en victime? Pourquoi avait-il l'air si ridicule et impuissant? Pourquoi demandait-il des choses infaisables? Ça leur donnait l'air faible. Mais c'était un message juridique soigneusement construit, conçu pour nous faire tomber sous le coup de l'espionnage Act. C'était une notification, comme vous en voyez dans les journaux. Eric Schmidt. Ouais. Julian Assange. Nous vous demandons de le faire. C'est le type d'information qui portera gravement atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Nous tenons une conférence de presse pour expliquer que tous ces Wikileaks ont été vus par de nombreuses personnes. Puis, à la prochaine chose que Wikileaks publiera, cela démontrera bien son intention. Bien que Wikileaks ait été averti, ils ont récidivé. L'intention est donc caractérisée parce que vous ne pouvez pas espionner accidentellement. Scott Malcolmson. C'est pourquoi il se préoccupe tant du passé et pas seulement du présent. Parce qu'il doit y avoir un précédent, une pratique qui sera réitérée. Et tant qu'un incident est nouveau et n'a pas initié une série, il n'y a pas de modèle. Julian Assange. Oui, mais nous avons dit non, rapidement, avant de comprendre le piège juridique. Puis, assez rapidement, nous avons produit des Iraqi War Diaries, carnet de guerre d'Irak, ce qui est l'une des meilleures choses que nous n'ayons faites. Note, interruption de l'enregistrement. The Iraq War Diaries, Wikileaks, 22 octobre 2010, warlog.wikileaks.org. Fin de note. Interlude. L'enregistrement reprend dans une autre pièce. Eric Schmidt. Pour ménager votre énergie et votre temps, je pense qu'il serait intéressant de parler un peu des divers scénarios d'anticipation. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. Jared et moi le faisons tout le temps. Quels sont les scénarios envisageables? Essayez d'y réfléchir. Vous avez tous ces différents acteurs, et vous y pensez évidemment. Vous êtes à la base un physicien, n'est-ce pas? Vous pensez comme tel. Julian Assange. Alors on ferait mieux d'aller se promener. Pas facile de faire un Wikileaks. Bruit de gravier. Jared Cohen. Quand on réfléchit à des scénarios hypothétiques, il peut être utile de faire appel au passé. Un de nos chapitres examine l'intervention dans le contexte d'un génocide futur. Imaginons qu'en 1994, l'état technologique du monde avait été celui d'aujourd'hui,
et que Wikileaks avait été là au moment du génocide rwandais. Qu'est-ce qui aurait pu changer? En quoi les choses auraient-elles pu être différentes? Note. En 1994, en 100 jours environ, les Hutus massacrèrent entre 500 000 et 1 million de Tutsis, environ 20% de la population totale du Rwanda. Fin de note. Julian Assange. Je me demande si le temps va changer. Jared Cohen. La météo britannique? Eric Schmidt. Bien, vous savez, le nuage va se déplacer. Julian Assange. Le génocide rwandais. Oui. Je pense que cela aurait été un peu différent s'ils avaient eu Internet et un certain nombre de téléphones au Rwanda. Je pense que le message aurait été plus clair, bien que peut-être pas tant que ça. Toutes les mauvaises choses qui se passent actuellement au Congo n'ont pas vraiment beaucoup de succès en Occident. Pluie. Scott Malcolmson. Ah, voici un arbre superbe. Il nous gardera complètement au sec. Julian Assange. Très bien. Jared Cohen. Il y a une question plus vaste que ce qui est supposé ici. Il y a l'aspect « et si » et l'aspect « pourquoi ». Par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas eu de gens en Iran, en Corée du Nord ou au Congo pour transmettre des documents de la même façon que dans les démocraties occidentales, par exemple? Julian Assange. Eh bien, nous avons eu un peu de matière d'Iran, en fait. Note. Voir Assorted Plans and Papers. Wikileaks 17 juillet 2009. Archive.today / Y majuscule, petit c, L minuscule, M minuscule, point. Voir également Julian Assange, Serious Nuclear Accident. Wikileaks 17 juillet 2009. Archive.today / petit w, C majuscule, petit b, petit o, petit f, point. Fin de note. Ce n'est pas si facile de faire un Wikileaks. La combinaison de la technicité, de la réputation, le financement et ainsi de suite. Ce n'est pas si facile à faire. Scott Malcolmson. La réputation, surtout, n'est pas facile à établir. Eric Schmidt. D'accord. Mais posons la question franchement. Qu'est-ce qui fait que vous ne recevez pas massivement des clés USB anonymes remplies de documents sur ce qui se passe dans certains pays africains dirigés par de maléfiques dictateurs? Julian Assange. Ça nous arrive. Eric Schmidt. Ne pensez-vous pas que tout le monde serait incité à vous utiliser? Il ne devrait pas l'être? Julian Assange. On a pas mal de choses sur l'Afrique. Des choses sur le Timor oriental. Beaucoup de bonnes choses sur l'Amérique latine. Note. Les publications de Wikileaks peuvent être parcourues par pays. www.wikileaks.org /wiki / catégorie avec un C majuscule, countries avec un C majuscule. Par exemple, pour les pays d'Afrique, voir Wikileaks archive.today / petit r petit e C majuscule 33. Pour des exemples du Timor oriental, voir Wikileaks archive.today / petit v Q majuscule, petit t, Y majuscule, O majuscule, point. Fin de note. Eric Schmidt. Est-ce parce que ces gouvernements ne mettent pas autant leur intention sur papier que les nôtres? Julian Assange. Ils ne sont pas aussi interconnectés que les nôtres. Certains d'entre eux n'utilisent pas l'anglais comme langue gouvernementale. Le gouvernement tanzanien utilise le Kiswahili. Une grande partie de cela est liée au fait qu'ils perçoivent Wikileaks comme un acteur politique dans leur pays. Une fois que nous avons commencé à faire un peu pour le Timor oriental, nous avons reçu plus d'informations et de documents du Timor oriental. Puis ce fut l'inondation. Les vannes se sont ouvertes. Il est devenu désormais chose courante pour eux de nous transmettre des documents. Mais ils doivent percevoir que nous faisons partie de la communauté. Pour la Russie, bien que nous ayons maintenant Rulix, qui s'en tire plutôt bien, je pense que la petite quantité d'informations que nous avons publiées est en fait un signe encourageant parce que la sphère Internet russe est très dynamique. Note. Rulix. www.rulix.net. Fin de note. Eric Schmidt. Oui, j'y étais. C'est incroyable. Julian Assange. Elle n'est pas trop tournée vers l'extérieur. Pourquoi regarder un site de langue anglaise comme Wikileaks? Elle a ses journalistes activistes et son opposition, et ils sont tous dans cette sphère Internet, qui est relativement libre par rapport à la télévision russe. Ils ne considèrent donc pas qu'ils aient besoin d'un autre canal. Il y a eu la publication d'un gros paquet de documents du FSB sur un serveur américain, qui ont immédiatement été piratés, pris et volatilisés. Note. Le FSB
est le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, successeur du KGB. Fin de note. Julian Assange. Il n'est pas si facile de publier contre des acteurs étatiques puissants. Jared Cohen, vous avez beaucoup parlé de l'importance du nom. Ce fut un thème important de cette conversation. Il y a les débuts, quand le site est mis en ligne, puis le moment où les choses deviennent sérieuses, quand le nom devient terme courant ou familier, et une des choses avec lesquelles nous jouons dans le livre. Julian Assange. Nous ne l'avons pas encore utilisé correctement. Nous n'avons pas pu grandir aussi vite que le nom a pu grandir. Jared Cohen. Les gens savent ce qu'est Wikileaks et je me pose la question suivante. Si le premier lot de documents que vous avez reçus était venu d'Iran ou de Corée du Nord, est-ce que le monde l'aurait considéré comme une plateforme de lanceurs d'alerte? Julian Assange. C'est le cas. Note. Les premières publications de Wikileaks en 2006 venaient de Somalie et portaient sur l'union des tribunaux islamiques de Somalie. Certains documents avaient leur source en Chine. Voir Wikileaks archive.today/e g majuscule petit b u majuscule point. Voir également Inside Somalia and the Union of Islamic Courts. Wikileaks archive.today/petit e petit m petit q v majuscule petit b point. Fin de note. Julian Assange. C'est le cas. Le monde l'a fait jusqu'à ce que nous commencions à publier en grande quantité de la documentation militaire américaine. Nous produisions des milliers de pages de documentation militaire américaine en 2007. Note. Voir la liste des publications Wikileaks de l'année 2007. archive.today/petit z e majuscule r majuscule o majuscule 2 point. Fin de note. Eric Schmidt. Et personne n'a remarqué. Jared Cohen. C'est intéressant. Eric Schmidt. Parce que la vidéo Collateral Damage n'était pas là. Julian Assange. Les gens ont remarqué ce qui concernait Guantanamo, mais pas au point de faire de Wikileaks un nom familier. Nous sommes devenus un nom pour les journalistes assez rapidement. On s'est fait aussi un nom dans l'univers tech de la communauté des militants des droits de l'homme. On s'est aussi fait un nom auprès du public anglophone et germanophone rompu à Internet et aux questions de cryptosécurité en particulier. Par exemple, lorsque nous avons fait un effort de collecte de fonds du début de 2010 à mars 2010, avant Collateral Murder, nous avons amassé $1 million. Pour un groupe de journalistes innovants, à but non lucratif, le fait d'amasser $1 million en dons de $20 est du jamais vu. On faisait ça avant Collateral Murder. Même Collateral Murder ne nous a pas fait un nom à l'échelle mondiale, mais seulement à l'échelle américaine. Tout cela a commencé à s'accumuler vers la fin de l'année. C'est vraiment l'attaque du Pentagone contre nous et l'affaire sexuelle suédoise, assez drôlement, qui a fait notre renommée internationale, avec 84% de notoriété mondiale. Note. Le chiffre était en fait de 81% aux États-Unis, d'après une étude Ipsos d'avril 2011. Et le chiffre global était 79%, qui est monté jusqu'à 92% en Australie. Voir Ipsos 26 avril 2011. archive.today/b majuscule, petit n, v majuscule, L minuscule, S majuscule, point. Fin de note. Eric Schmidt. C'est intéressant. Donc, en supposant que vos ennuis juridiques actuels soient réglés, les prochaines années sont... Mais que se passe-t-il avec Wikileaks? Pour nous, T0 est dans 1 an. Alors nous pensons à 1 an. Wikileaks se contente-t-il de grossir avec plus de donateurs et de technologies? Allez-vous le changer d'une certaine façon? Julian Assange. Il y a beaucoup de changements. Je pense que mon idée de structurer l'information intellectuelle est importante et nous allons la superposer. Eric Schmidt. Ça fait donc partie du plan dont vous parlez. Julian Assange. Oui. Lorsque vous jouissez d'une telle reconnaissance publique, vous avez le luxe de pouvoir promouvoir des idées intellectuelles et complexes, ce qui d'habitude prend normalement plus de temps. Comme Sun, avec Java par exemple. Note. De 1983 à 1997, Eric Schmidt a travaillé pour Sun Microsystems, où directeur de la technologie et cadre dirigeant. Il a mené un projet de développement sur le langage de programmation Java. Fin de note. Julian Assange. Nous pouvons les promouvoir de tout notre poids, mais j'ai aussi constaté qu'il était très difficile pour nous d'être une organisation de commandement et de contrôle. Command and Control. Vous avez parlé des difficultés que vous avez eues à apprendre avec Novell.
Mais pour nous, en tant qu'organisation, nous sommes dans une position où nous avons la pleine puissance d'une superpuissance et de ses organes d'enquête et le reste de l'OTAN qui opère contre nous, qui soudoie des gens, qui surveillent les communications, etc. Note. Avant d'être embauché par Larry Page et Sergey Brin pour diriger Google en 2002, Eric Schmidt était le PDG de Novell. Fin de note. Pour nous, cela signifie qu'à la moindre faiblesse psychologique des nôtres, à la moindre friction dans nos équipes, ces forces peuvent les pincer. Eric Schmidt, vous pourriez même être infiltré en théorie. Julian Assange, oui. Se faire pincer est un plus gros problème, je pense. Mais vous avez raison pour l'infiltration. Eric Schmidt, mais les forces opposées à vous, ils penseront, ok, c'est un acteur étranger, envoyons notre agent, devenons membres, découvrons tous leurs secrets. Julian Assange, c'est vrai, et nous sommes conscients de ce problème, et nous enquêtons sur les gens. Mais cela a énormément ralenti notre croissance parce que nous ne pouvons pas simplement publier une annonce et dire que nous voulons que vous ayez ces compétences et que vous vous pointiez au bureau. C'est absolument impossible. Notre croissance est donc ainsi limitée. Julian Assange. Mais il y a une autre façon de diriger, par les valeurs plutôt que par le commandement et le contrôle. Lorsque vous dirigez par des valeurs, vous n'avez pas besoin de faire confiance aux gens, et le nombre de personnes qui peuvent adopter ces valeurs n'est pas limité, tout comme ne l'est pas la vitesse à laquelle ces valeurs peuvent être adoptées. Tout se passe très vite. Ce n'est pas l'offre en termes d'offre des employés, mais plutôt la demande qui est limitée. Dès que les gens réclament une valeur, ils l'adoptent. Eric Schmidt, je le vois bien. Ce que je dis, c'est que le pouvoir d'une idée est sous-estimé. Que si vous pouvez insérer l'idée correctement, alors des millions de personnes y adhèrent. Je dirais que les idées profondes dont vous parlez ne sont pas comprises ou qu'elles sont combattues par la désinformation. Comme vous l'avez dit, c'est une utilisation intelligente des mots tournés contre vous. Vous avez donc un défi à relever pour défendre les arguments forts que vous nous avez présentés au sujet de toutes ces autres forces. Julian Assange. Si vous dites des mensonges assez longtemps, les gens commencent à les croire. Comme la libération afghane a été une chose terrible, qui s'est répandue si rapidement que nous avons pratiquement renoncé à essayer de la faire tomber. Il vaut mieux dépenser son énergie à autre chose. Mais nous éduquons toute une gamme de personnes à propos de nous, de nos valeurs et des choses auxquelles nous croyons. Ce qui se passe, c'est que ces gens se retrouvent partout dans le monde et dans tous les États. Nous créons notre propre réseau d'êtres humains qui peuvent penser de la même façon, qui peuvent se faire confiance. Nous avons commencé l'année dernière dans un contexte de grave confrontation avec le département d'État et le Pentagone. L'un de nos rares succès, c'est d'avoir réussi à obtenir la coopération du Pentagone et du département d'État. Julian Assange. Ils sont très bien organisés en interne. Ils ont leurs feuilles de contact, ils ont un système de courrier interne, ils ont leur structure de commandement et de contrôle qui permet d'assigner des tâches et d'injecter les ressources qu'il faut. Et ils ont des gens disponibles pour passer du temps sur nous. Il y en a peut-être 10 000. Dans ce cas précis, c'est ce qu'on a contre nous. D'autre part, de notre côté, des millions de personnes dans le monde entier nous soutiennent et soutiennent nos valeurs, qui sont en général complètement éclatées. Il n'existe pas de structure de commandement et de contrôle. Ils ne sont pas en mesure de se coordonner efficacement entre eux, etc. C'est la condition de départ, mais bien sûr, une organisation commence à se former au fur et à mesure que ces personnes se retrouvent localement. Au fur et à mesure qu'ils se découvrent, ils s'optimisent. Ce réseau de nœuds se connecte et devient de plus en plus efficace pour comprendre son environnement, planifier son action, puis agir. Nous avons des plans pour potentialiser cela. Nous allons prendre ces graphiques de plusieurs millions de partisans. Et savez-vous ce qu'est le recuit simulé? Eric Schmidt. Non. Julian Assange. Lorsque vous essayez de fabriquer un alliage, vous avez deux métaux différents et vous cherchez à les assembler. Vous les mélangez ensemble et les molécules des deux métaux différents s'installent dans un arrangement les uns avec les autres par lequel ils sont étroitement attirés l'un à l'autre. L'état d'énergie la plus basse. Les amener à cet état peut être très difficile parce qu'une molécule peut se jumeler à une autre d'un côté, alors que le meilleur alliage se ferait en se joignant à des molécules de l'autre. Donc, elle a besoin d'un coup de pouce pour sortir de la position dans laquelle elle se trouve et trouver cette nouvelle position. C'est ce qu'on appelle le recuit. Quand les gens fabriquent ces alliages, ils font fondre les métaux ensemble, les versent, puis les laissent refroidir un peu, puis les réchauffent un peu, les laissent refroidir un peu à nouveau, les réchauffent à nouveau, mais un peu moins à chaque fois. Ils peuvent même les frapper, les battre et les écraser physiquement. Le système que nous sommes en train de mettre sur pied sera fait de tous ces gens en réseau qui feront l'objet d'un recuit, de façon à obtenir le meilleur alliage humain possible entre ces millions de personnes. Eric Schmidt.
autour d'un ensemble de principes. Julian Assange, autour d'un ensemble de principes. C'est ce qui les unira. Eric Schmidt, je vois. Julian Assange. Ensuite, nous disposerons d'un réseau informatique efficace en termes de calcul humain qui pourra observer, planifier et agir. Tout publié. Eric Schmidt, je vois une autre critique en ce qui concerne Wikileaks. Vous avez pris soin, d'après les rapports, de censurer les informations sensibles. Si j'ai bien compris, il y a eu un processus de révision. Vous avez dû construire un moteur de recherche spécialisé parce que les documents étaient trop complexes. Il y a eu une période de correction assez longue avec les médias grand public, etc. Tout ça est assez bien documenté. Maintenant, imaginez une autre personne, pas vous, qui n'a pas les mêmes valeurs, mais qui a la même technologie. Parce que la technologie est évidemment copiable. Que se passe-t-il s'ils deviennent plus nombreux que vous? Ou même autant que vous? Julian Assange. Eh bien, qui tient Wikileaks responsable? Nous avons nos valeurs. Comment les gens peuvent-ils voir si nous respectons nos valeurs ou si nous les trahissons? Peut-être que les gens n'aiment pas nos valeurs. Peut-être qu'ils les aiment. Comment l'écosystème économique humain peut-il nous discipliner ou nous encourager dans des directions particulières? Les sources agissent en conséquence. Si les sources croient que nous allons les protéger et que nous renforcerons l'impact de leur information, elles nous donneront simplement l'information à nous plutôt qu'à un autre. C'est donc l'une des façons dont nous sommes disciplinés par le marché des sources. Eric Schmidt, c'est donc un biais de sélection en fait. Julian Assange, la question est la suivante. Les sources peuvent-elles choisir un autre groupe qui publierait sans aucune procédure de minimisation des dégâts? La réponse est oui. Mais il faut comprendre la principale raison pour laquelle nous nous engageons dans ces procédures de minimisation des dégâts. Pour l'essentiel, ce n'est pas parce que la publication des informations pourrait raisonnablement causer du tort. Ça, c'est très rare. Il y a plutôt un risque probable que, si nous n'établissons pas ce genre de procédure, nos opposants tenteront opportunément de détourner l'attention des révélations que nous avons publiées sur des questions très importantes, en parlant davantage de l'éventualité d'un préjudice potentiel et par conséquent de l'hypocrisie de cette publication, puisque nous voulons promouvoir la justice et de notre organisation. Et donc, bon nombre des procédures que nous suivons ne visent pas simplement à minimiser le risque pour les personnes qui pourraient être nommées dans les informations, mais plutôt à minimiser le risque que les opportunistes réduisent l'impact de l'information au moment de sa diffusion. Donc, une partie de la maximisation d'impact à laquelle nous travaillons consiste à prévenir ce type d'attaque sur ce que nous publions. De ce point de vue, les sources de renseignement comprendront que nous le faisons pour maximiser l'impact. Cela étant dit, nous ne censurons rien de façon permanente. Nous ne faisons que des expurgations retardées. Nous retardons la publication jusqu'à ce que la situation en matière de sécurité ait changé. Eric Schmidt. Est-il donc juste de dire qu'en fin de compte, les choses que vous avez censurées seront toutes disponibles? Julian Assange. Oui, Lisa Shields. En fait, c'est une question différente de celle que vous posiez. C'est-à-dire, que se passerait-il si le même processus et la même technologie tombaient dans les mains... Julian Assange. Oui, j'y arrive. Nous avons toutes sortes d'autres projets concernant la délégation de notre système de soumission à des tiers. Cela me dérange déjà que nous censurions. C'est une pente glissante et très dangereuse, et j'ai déjà dit que nous ne passons pas seulement par là pour minimiser les préjudices, mais aussi pour des considérations politiques, pour empêcher que l'attention soit détournée de ce qui est important dans l'information au profit de problèmes de risques exagérés. Jared Cohen, c'est une décision pragmatique, une décision stratégique. Julian Assange, c'est une décision pragmatique et tactique pour garder le maximum d'impact, éviter les diversions. Mais c'est déjà s'engager dans un compromis assez dangereux, même si c'est à un degré différent que ce que font les journaux. Nous avons collaboré avec eux et nous avons vu que certains d'entre eux sont tout simplement lamentables. Nous avons publié une analyse de leur censure par rapport à ce qui avait besoin d'être censuré, et c'est extrêmement intéressant. Note, pour des exemples, voir le site web Cabledrome. www.cabledrome.net/page/censorship.php et CableGetSearch.net fournissent d'excellents moyens de comparer les versions expurgées des câbles avec les versions complètes, afin de voir ce que les partenaires médiatiques de Wikileaks ont censuré. Fin de note. Eric Schmidt. Il y avait donc une divergence de vues sur ce qu'il fallait supprimer. Julian Assange.
Le Guardian a censuré les 2/3 d'un câble sur la criminalité bulgare. Il a supprimé tous les noms des mafieux qui avaient infiltré le gouvernement bulgare. Note. Dans cet exemple, le câble original contenait 5226 mots. La version expurgée publiée par le Guardian ne comptait que 1406 mots. Cet exemple bulgare est discuté par Bivol, le partenaire média bulgare de Wikileaks. WL Central, 18 mars 2011, archive.today/petit k petit m petit v, L majuscule petit t, point. Voir aussi The Guardian, rédigé de la censure ou du mensonge. WL Central, 19 mars 2012, archive.today/y majuscule, R majuscule, 3, V majuscule, N majuscule, point. Fin de note. Le Guardian a supprimé une description de l'élite kazakh qui disait que l'élite kazakh en général était corrompue. Pas même un nom en particulier, juste en général. Il a supprimé un passage décrivant une société énergétique italienne opérant au Kazakhstan, comme corrompue. Note. La censure peut être vue visuellement sur le site de CableGate Search, qui affiche l'historique des révisions avec les rédactions ombrées en rose. archive.today/N majuscule, M minuscule, L minuscule, K minuscule, 4, point. Fin de note. Julian Assange. Ils ont donc censuré les noms de personnes pouvant injustement être mises en danger, comme nous tous. C'est ce que nous attendons d'eux. Ils ont censuré les noms de mafieux, parce qu'ils craignaient d'être poursuivis pour diffamation à Londres. Ils ont censuré la description d'une classe sociale comme corrompue. Et ils ont censuré des descriptions d'entreprises corrompues parce qu'ils veulent se prémunir de tout risque. Et c'est vrai aussi pour l'Irish Independent. Même si c'est un très bon journal et que les journalistes sont totalement d'accord, ils font ça. C'est une incroyable autocensure généralisée. Et ils n'admettent pas qu'ils le font ou ne révèlent pas le fait qu'ils le font. Wikileaks ne veut pas suivre ce chemin. Je suis sûr que toutes ces institutions ont commencé par dire « Non, on va juste faire ces petites censures ». Et puis l'enjeu financier entre en jeu et ils se disent « Pourquoi prendre ce risque ?» On se retrouve avec un système d'autocensure et c'est embarrassant de le faire. Alors pourquoi dire au public que vous le faites ? Note. Un documentaire coproduit par Wikileaks et 16 Films Mediaston, 2013, comprend une interview avec le rédacteur en chef du Guardian, Alan Rusbridger, dans laquelle Rusbridger explique les raisons de l'autocensure du Guardian. L'extrait est disponible sur YouTube. youtube.be/Z majuscule N majuscule petit g F majuscule D majuscule F majuscule I minuscule B minuscule I minuscule T minuscule 0. Point. Fin de note. Julian Assange. Si vous ne dites pas au public que vous le faites, cela devient de plus en plus facile à chaque fois. Note. Pour un examen plus approfondi de ce point avec des exemples plus spécifiques, voir Julian Assange avec Jacob Appelbaum, Andy Muller-Morgan et Jeremy Zimmerman. Cypherpunks, Freedom and the Future of the Internet. OR Books, 2012, 121-122. Ou son édition française parue en 2013 chez Robert Laffont, Menaces sur nos libertés. Comment Internet nous surveille. Comment résister. Fin de note. Julian Assange. Regardez les courriels. Personne ne censure des courriels. Ou encore un appel téléphonique à votre grand-mère. Est-ce qu'il y a un censeur assis sur la ligne pour déterminer si vous êtes sur le point de dire quelque chose de mal à votre grand-mère et de le couper? Bien sûr que non. Le système postal. Y a-t-il des gens qui ouvrent des enveloppes pour savoir si vous êtes en train d'envoyer quelque chose de mauvais? Non. YouTube. A priori, est-ce que quelqu'un examine chaque vidéo avant qu'elle ne soit postée? Eric Schmidt. Permettez-moi de vous donner la réponse technique pour que vous le sachiez. Nous ne pouvons pas examiner toutes les soumissions. Donc, en gros, c'est le public qui indique s'il y a un problème. Julian Assange. Oui, mais post-publication. Eric Schmidt. Post-publication. Julian Assange. Donc, une fois qu'elle est sortie, les gens peuvent en faire des copies et ça peut se répandre partout. Eric Schmidt. Et ce qui se passe, c'est le démantèlement. Nous avons des ennuis parce que diverses parties veulent que nous procédions à un examen avant publication. Mais avec 48 heures de vidéos YouTube qui arrivent chaque minute, nous ne pouvons techniquement pas le faire. Donc si quelqu'un affiche quelque chose de mauvais ou de mal ou d'illégal, que sais-je, il y a un laps normalement court entre le moment de la publication et celui du marquage pour un examen plus approfondi au crible de nos politiques. Et les politiques sont bien précisées dans un document. Julian Assange. Oui. Lisa Shields. La barre est tout de même assez haute pour retirer quelque chose. Eric Schmidt. Mais avec la façon dont ces choses fonctionnent, les sites commerciaux, nous pouvons décider ce que nous voulons autoriser et ce dont nous ne voulons pas.
Nous avons un ensemble de critères, vous pouvez les voir, vous pouvez les lire. Nous voulons certains types de vidéos et pas d'autres, pas de violation de droits d'auteur ou ce genre de choses. Julian Assange. J'aime bien ce qui est arrivé à Collateral Murder. Collateral Murder s'est instantanément fait marquer par nos adversaires comme interdit aux moins de 18 ans, de sorte que personne ne pouvait le voir directement sur YouTube sans se connecter, alors qu'on pouvait très bien le voir sur d'autres sites où la vidéo était intégrée. Note. Une vidéo YouTube peut être intégrée à un site pour pouvoir être visionnée directement sur ce site sans avoir à aller sur YouTube. Fin de note. Mon interprétation, c'est que lorsque la vidéo est intégrée, il y a la marque de quelqu'un d'autre sur la foutue chose. Et quand ce n'est pas de la vidéo intégrée, c'est la marque de Google. Note. YouTube est la propriété de Google. Fin de note. Eric Smith. Sans connaître les détails, tout ce que je peux vous dire, c'est que le système réagit aux commentaires post-publication. Il y a eu quelques cas sur YouTube où il y a eu des escroqueries à l'évaluation, où, vous savez, Jared publie un document et des gens décident qu'ils veulent le rétrograder. Alors il lui donne beaucoup de points négatifs pour l'attaquer, et il devient injustement moins bien classé que ce qu'il devrait être. Ces systèmes sont donc manipulables par des groupes de pression, et je pense que ce serait une constante dans ce cas-ci. Jared Cohen, parfois par des régimes. Il y a des régimes autocratiques qui signalent le contenu affiché par des activistes comme inapproprié. Julian Assange. Nous nous sommes fait marquer sur certaines de nos publications. Les anti-scientologies ont eu la même chose. Je crois qu'il y a eu 5000 vidéos sur la scientologie retirées de YouTube lorsqu'un avocat a juré qu'elles tombaient toutes sous ses droits d'auteur. Note, voir Electronic Frontier Foundation, 5 septembre 2008, archive.today, /f Q majuscule, 1, D majuscule, petit o, point. Fin de note. Julian Assange. Parce que nous avons affaire à du matériau presque exclusivement politique. Pas au sens de politique des partis, mais bien la façon dont le pouvoir est délégué. On nous scrute si minutieusement en ce moment que si nous devions passer à un modèle où l'on publie d'abord et on retire ensuite, il dirait « Ah, mais c'est trop tard, vous l'avez sorti maintenant, il y a 1000 copies. » Eric Schmidt. Vous avez un modèle différent, vous avez besoin d'éditeurs humains. Julian Assange. Mais c'est un problème ardu. Cela signifie qu'en termes de modularité, les choses sont très compliquées pour nous. C'est pourquoi nous avons ce nouveau système de délégation par lequel nous déléguons l'édition à divers organismes, à but non lucratif et ainsi de suite. Eric Schmidt. Mais fondamentalement, vous sous-traitez le jugement humain, car il n'est pas possible aujourd'hui d'écrire des algorithmes informatiques pour le faire à votre place. Julian Assange. Il y a un certain coût à publier sans vérification, mais en fait, les problèmes de vérification avant publication sont si graves qu'ils sont bien plus importants. Si vous deviez choisir entre ces deux options, vous opteriez pour la publication sans vérification. Eric Schmidt. C'est également intéressant pour nous. Cela dit, que vous préféreriez fondamentalement... Vous vous inquiétez tellement de ce jugement humain et de la possibilité de partialité. Interférence due au vent. Julian Assange. Nous demanderions à la source de le faire. On confierait la responsabilité aux gens qui nous donnent l'information. Vous exercez votre jugement sur ce que vous nous envoyez, mais nous publierons tout ce que vous nous envoyez. Sinon nous serons compromis, et une fois que d'autres comprendront que nous avions un levier pour déterminer ce qui est publié et ce qui ne l'est pas, ils essaieront d'atteindre ce levier. Jared Cohen. En fait, j'ai une autre question à ce sujet. Encore une fois, nous regardons vers l'avenir dans chaque aspect du livre. Et ce que je me demande, c'est, vous avez un certain volume de contenu que vous recevez en ce moment. À un moment donné, Twitter n'avait qu'un certain volume également, et un certain point. Il devient tellement écrasant que si vous publiez tout ce qui est envoyé, des contenus manipulés risquent d'occulter des contenus légitimes. Julian Assange. Le contenu manipulé ne sera jamais le problème, bien qu'il y ait un certain avantage à avoir un bilan parfait, ce que nous avons actuellement. Mais le contenu manipulé sera toujours quantité négligeable, puisque cela requiert du travail, et a un coût financier. Pour bien le faire, vous avez besoin d'une personne encore plus intelligente que celle qui a créé le document original, encore plus informée. Et si tout le document est rendu public, ce n'est pas comme un reportage où on ne donne que du contenu manipulé par le journaliste. Vous devez tromper tous vos adversaires, et tous les autres dans le monde avec cette information. C'est beaucoup plus difficile. Dans le même temps, chaque organisation génère une montagne de paperasse et d'archives internes, du simple fait de ses activités. Donc, tous ces documents sont produits gratuitement. Le contenu légitime l'emportera toujours sur le contenu manipulé.
Le problème est qu'une petite quantité de contenu manipulé peut dévaloriser la grande quantité de contenu non manipulé. Eric Schmidt. Puis-je vous contredire sur un point ? Je crois fondamentalement que la désinformation devient si facile à générer parce que la complexité noie le savoir, qu'il est dans l'intérêt des gens, si vous voulez, au cours de la prochaine décennie, de construire des systèmes générateurs de désinformation. C'est vrai pour les entreprises, le marketing, les gouvernements, etc. Et ça rend le travail d'un journaliste légitime encore plus difficile, non ? Et votre réponse tout à l'heure était qu'il s'agissait fondamentalement d'un problème de confiance, ce qui me semble à peu près correct. Je dirais que c'est fondamentalement un problème de classement. Le classement est basé sur la confiance et d'autres algorithmes. C'est la même conclusion, mais il n'est pas correct à mon avis de dire qu'il y aura toujours plus d'informations factuelles correctes qu'une petite quantité d'informations manipulées. Il est tout à fait raisonnable de penser que les acteurs verront que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent générer beaucoup de fausses informations. Vous connaissez bien les projets d'écriture d'articles par ordinateur. Julian Assange. Oui, je les ai vus. Tout le monde a toujours pensé que nous serions inondés par ce genre de choses, mais ça ne s'est jamais produit. Si vous excluez les cinglés qui racontent comment, lors d'une fête il y a 12 ans, en parlant à leur ex-femme avec une plante de cannabis entre eux, elle leur a dit qu'il était l'antéchrist et qu'ils ont compris que c'était vrai, si l'on exclut ces cas, que nous recevons assez souvent, il y a eu une vingtaine de véritables tentatives de fraude. C'est extraordinaire, ce n'est presque rien. Eric Schmidt. Non, mais on pourrait faire valoir que ça dit quelque chose sur l'altruisme et le bien, et que les mesures requises pour réellement manipuler l'information sont tellement contraignantes qu'il faut être vraiment mal intentionné. Le seuil à atteindre pour faire cela est assez élevé. Julian Assange. Alors qu'est-ce qui y ressemble le plus ? Ce sont les escroqueries pump and dump, sur les marchés d'actions par exemple. Note. Une escroquerie pump and dump est une manipulation boursière frauduleuse, classique, où l'escroc achète des actions à faible liquidité, puis les gonfle, créant la rumeur selon laquelle leur valeur serait sur le point de monter. Si cela fonctionne, beaucoup de gens achètent les actions, leur prix augmente, et l'escroc largue alors ces actions en les vendant tout au prix gonflé, avant qu'ils ne retombent. Fin de note. Julian Assange. C'est ce que nous voyons assez fréquemment. Et où ils l'ont fait avec des GIFs, ou ils ont fait des moyens d'éviter la reconnaissance OCR sur les courriels. Note. OCR signifie reconnaissance optique de caractère. Une façon de traduire des images de texte telles que des numérisations en caractères reconnaissables par l'ordinateur. L'avènement du courriel, avec lui du courriel spam, a fourni aux escrocs de nouveaux moyens de pomper afin de contourner les filtres anti-spam qui recherchent des mots-clés liés au marché d'actions. Les escrocs ont décidé d'envoyer leur spam sous forme de fichiers images GIF, conçus pour être illisibles pour les machines utilisant la technologie ECR, mais toujours lisibles pour leurs cibles humaines. Fin de note. Eric Schmidt. Dans le cas de Google, nous voyons énormément de fermes de liens qui tentent de manipuler nos classements, et nous les détectons. Julian Assange. La Bank of America a demandé à HB Gary, une boîte privée de renseignement high-tech, de présenter une offre pour nous faire tomber. Note. Pour plus d'informations sur l'incident HB Gary, voir les États-Unis contre Wikileaks. Fin de note. Nous avons obtenu une copie de leur offre. On ne sait pas qui a fini par accepter l'offre. Le devis était de 2 millions de dollars par mois pour répandre de la désinformation, pirater, cibler nos journalistes. Ils devaient cartographier les réseaux de personnes qui nous appuyaient et faire jouer leur carrière et leurs intérêts personnels contre leur idéologie. Il y a donc ça, mais la désinformation a toujours existé. Je ne vois pas pourquoi elle devrait augmenter avec l'augmentation de l'information que nous voyons partout ailleurs. Eric Schmidt. C'est d'ailleurs un argument fondamental contre quelque chose dont vous et moi avons parlé tout à l'heure. Nous devons en fait résoudre ce problème. Scott Malcolmson. Le bras de fer, peut-être. Jared Cohen. C'est vraiment l'une des plus intéressantes. Toute la conversation a été fascinante, mais ce dernier point est vraiment fascinant, parce qu'il est en rapport avec la façon dont Eric et moi et Scott pensons à ces chapitres. C'est comme imaginer dans 10 ans, ou imaginer dans 15 ans, pour les besoins de l'argumentation. Imaginons que dans 10 ans, il soit très facile de créer de faux documents, de les produire en masse et de les distribuer en masse. Supposons qu'un seul individu possède cette capacité grâce aux plateformes technologiques dont il dispose. Julian Assange. Julian Assange ne dira pas que c'est vrai, ou qui que ce soit. Eric Schmidt. Julian avance un argument plus fondamental. Il dit que l'humanité ne s'organise pas comme ça. Il y a suffisamment d'obstacles pour que, si vous voulez, le choix moral pour que je fasse tout ça tente à en limiter le nombre, parce qu'autrement, il y en aurait déjà eu beaucoup.
Jared Cohen. Alors supposons que ce soit un gouvernement qui aurait potentiellement des raisons de faire quelque chose. Julian Assange. Ils font tout ça maintenant. La branche de propagande pour les communications stratégiques du Pentagone coûte environ 6 milliards de dollars par an. Note. Une enquête de l'Associated Press a révélé qu'entre 2004 et 2009, l'argent que l'armée américaine a dépensé pour gagner les cœurs et les esprits a augmenté de 63% pour atteindre 4,7 milliards de dollars. Le personnel des relations publiques, de la publicité et du recrutement du Department of Defense, qui comptait 27 000 employés, était à cette époque presque aussi important que l'ensemble du personnel du département d'État. Cette année-là, un projet a, à lui seul, tenté de faire passer plus de 10 000 communications d'influence dans les médias, dont 5 400 communiqués de presse, 3 000 communiqués télévisés et 1 600 interviews. Voire, le Pentagone dépense des milliards pour retourner l'opinion publique. Fox News, 5 février 2009, archive.today/3 O majuscule, N majuscule, petit p, petit v, point. Fin de note. Scott Malcolmson. Mais quelqu'un l'a-t-il fait à travers vous? Gouvernement contre gouvernement? En d'autres termes, en utilisant Wikileaks comme une blanchisseuse. Julian Assange. On s'en fiche tant que c'est vrai. Si l'information est vraie, on se fiche de savoir d'où elle vient. Que les gens se battent avec la vérité, et les corps seront criblés de balles de vérité, c'est très bien. Scott Malcolmson. Mais cela ramène votre capacité éditoriale à de la simple vérification. Jared Cohen. C'est vrai, parce que c'est différent de dire qu'on va tout publier. Scott Malcolmson. C'est une pente glissante différente, mais qui reste glissante. Julian Assange. Non, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est là toute l'intention. Laisser les gens se battre avec la vérité. Eric Schmidt. Mais l'argument est qu'il doit y avoir un algorithme de décision. Vous devez avoir un moyen de savoir qu'il s'agit d'une source légitime et que la source peut choisir l'éditeur. Scott Malcolmson. Non, je comprends ça, mais c'est pour ça que l'écologie est biaisée contre toute société où l'on ne peut pas vérifier. Les gens sont alors laissés à eux-mêmes. Wikileaks ne peut pas les aider. Wikileaks dit simplement « Quand vous aurez un bon système de vérification, alors d'accord. Sinon, bonne chance, peu importe. » Lisa Shields. Mais il vérifie des documents, il ne vérifie pas les faits. Jared Cohen. Non, il vérifie les sources. Julian Assange. Non, nous ne vérifions pas les sources. Nous vérifions que les documents sont des documents officiels. Lisa Shields. Oui, ce sont des documents officiels. Scott Malcolmson. Vous devez pourtant bien vérifier en partie les sources. Lisa Shields. Mais il ne s'agit pas non plus de vérifier les faits. Il ne s'agit donc pas de vérité. Julian Assange. Il ne s'agit pas de vérifier les faits. C'est ça. Scott Malcolmson. Eh bien, c'est un autre argument. Il s'agit de vérifier des documents, pas de vérifier la vérité. Jared Cohen. Cela nous ramène à l'argument du bruit, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement dans un contexte de révolution que la technologie génère du bruit. Ils seront confrontés à plus de bruit à l'avenir et la question n'est pas de savoir si les êtres humains préfèrent la vérité à la fiction, mais s'ils peuvent trouver la vérité et la distinguer de la fiction. Eric Schmidt. Mais c'est la question centrale. Il n'est pas d'accord avec moi sur ce point. Nous devons résoudre ce problème. Julian Assange. Nous avons publié tous les faux documents que nous avons reçus qui étaient intéressants. Nous les avons publiés en disant qu'ils étaient faux. Jared Cohen. Genre, Wikifaux? Julian Assange. Mais il n'y en a pas tant que ça. En fait, ce ne sont pas des faux au niveau méta. Ce sont de vrais faux. Eric Schmidt. Ils sont très intéressants en eux-mêmes, n'est-ce pas? Julian Assange. Très intéressants en eux-mêmes. L'un était une tentative d'influencer les élections kenyanes en disant que l'opposition avait signé un accord secret avec la minorité islamique pour introduire la charia dans tout le Kenya. Note. Wikileaks 14 novembre 2007, archive.today/petit g petit i x majuscule petit k u majuscule point. Fin de note. Julian Assange. Ça a l'air ridicule, mais en fait, ça a été façonné avec soin. Jared Cohen. Alors, comment savoir si ce sont des faux? Eh bien, pour celui-là, c'était difficile. C'était un document soigneusement construit. On a vérifié les signatures et on a trouvé la vraie. Ce fut un travail difficile. D'habitude, ce n'est pas dur. Jared Cohen. Mais pour ça, il faut de la ressource humaine, non? Julian Assange. Oui. Habituellement, les gens font des erreurs élémentaires. Il y a un facteur dissuasif à nous envoyer une contrefaçon parce que nous sommes perçus comme assez bons pour les détecter et que nous rendons l'ensemble du document public. Alors pourquoi ne pas le donner à un journal, puisqu'eux ne rendront pas le document public et n'ont pas d'expertise dans ce domaine? C'est beaucoup plus facile de les avoir. Quant au problème plus large dont nous parlons, disons qu'il n'y a pas d'authentificateur comme nous. L'authentification, c'est difficile. Nous ne pouvons pas authentifier la quantité d'informations que nous recevons.
Nous avons donc réfléchi à des moyens d'y faire face, de disposer d'un grand maillage de personnes où l'information circule et où des personnes différentes ajoutent leur authentification au fur et à mesure qu'elle circule. Ça répartirait et délèguerait cette tâche. Ça pourrait marcher. Mais que se passerait-il si tout le monde publiait de façon anonyme et que vous n'aviez pas d'authentificateur? Que se passerait-il? Pour commencer, vous n'auriez qu'une structure complètement plate. Disons que toute cette information est uniquement adressée par un H ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de structure du tout. Il n'y a que ce document, et ce document, et ce document, etc. Ensuite, vous aurez des gens avides d'influence qui construiront des robots pour mettre plein d'informations poubelles partout. Mais ce n'est pas lié à une quelconque structure. Alors comment est-ce que les gens peuvent arriver à croire que ce soit? Est-ce qu'ils l'entendent de la bouche de leurs amis et qu'ils vont regarder? Est-ce qu'ils le lisent à leur page web? Eric Schmidt, ça crée une sorte de graphe d'influence. Julian Assange, oui, il y a une sorte de graphe d'influence que vous utilisez pour accéder à l'information. Vous pouvez inonder Internet d'informations. Cela ne signifie pas que vous allez inonder d'informations le graphe d'influence. C'est quelque chose de différent. Eric Schmidt, mais c'est l'histoire moderne du classement. Le web est plein de spam. Mais le spam est classé en bas à cause de l'influence et de la structure des liens, etc. Je pense que nous devrions essayer de conclure, car le soleil se lève. La finalité est dans le processus. Jared Cohen. Puis-je vous poser une dernière question qui m'est venue en cours de route? Scott a parlé de la sous-culture qui s'est développée autour de tout cela, ce qui est une idée vraiment intéressante à explorer dans le livre, parce que cela soulève la question suivante. Est-ce la sous-culture qui crée le besoin de création technologique ou est-ce la technologie qui crée la sous-culture? C'est une question de cause et d'effet intéressante. Julian Assange. Eh bien, les deux positions sont défendables. Mais je pense davantage pour l'idée que c'est la technologie qui permet la sous-culture. Une fois qu'il y a tout un tas de jeunes qui peuvent communiquer librement leurs idées et leurs valeurs, la culture naît naturellement. Cette culture vient des expériences et de l'harmonisation avec d'autres cultures et d'autres choses préexistantes, mais elle vient aussi du tempérament des jeunes. Le désir de trouver des alliés et des amis et de prendre part au processus et de retirer le pouvoir aux personnes âgées. Lisa Shields. Scott Malcolmson. Le manque de créativité des vieux est impressionnant. Eric Schmidt. En tant que personne plus âgée, je suis d'accord. Scott Malcolmson. Je parle également en tant que personne plus âgée. Eric Schmidt. Je pense qu'une partie de votre argument intellectuel est que dans le modèle que vous utilisez, le modèle de Stanford, vous commencez par les valeurs humaines, puis elles sont cooptées en quelque sorte avec le modèle de statut. On est forcé d'entrer dans la structure. Note. Cela fait référence à la discussion sur la culture à Stanford en 1971. Fin de note. Eric Schmidt. Le système d'incitation et de contrainte vous place dans cette boîte au fur et à mesure que vous vieillissez. Julian Assange. Exactement. Et avec des systèmes différents qui permettent différentes manières de transmettre la richesse ou de communiquer des valeurs ou de rendre certains types de cognition de groupe plus efficaces que d'autres. Eric Schmidt. Tout à fait. Et votre argument est que si ce groupe que vous identifiez devient suffisamment important, c'est en fait un changement de régime sommaire dans ces systèmes complexes. Julian Assange. Oui. Il sera intéressant de voir si nous avons aussi une sorte de changement de régime. Une révolution est un gros changement de régime. Tout était dans un état, et puis s'écroule pour former un autre état. Et ces transitions se produisent très rapidement. Il sera intéressant de voir si nous aurons un changement culturel plus large, général et mondialisé, avec une transition rapide. C'est possible, Eric Schmidt. Oui, une chose que j'ai apprise, c'est que les choses vont vite à cause de la mondialisation parce que tout est interconnecté. Avant, ce n'était pas vrai. Julian Assange. L'information, l'argent et la richesse. Le grand problème avec la mondialisation, c'est que vous pouvez être un trou du cul et déplacer votre argent ailleurs. Les EFT, note, EFT, Electronic Funds Transfer, transfert électronique de fonds, télévirement, virement instantané, etc. Fin de note. Julian Assange. Les EFT rapides, les mouvements de capitaux rapides, la signature rapide de contrats, qui sont un type de mouvement de capitaux, tout cela encourage l'opportunisme. Parce que si l'argent peut se déplacer plus rapidement que la sanction politique, vous pouvez simplement continuer à déplacer l'argent à travers le système, et à le faire croître à mesure qu'il se déplace à travers le système.
et qu'il devient de plus en plus puissant, et au moment où l'indignation morale vient l'arrêter, il est trop tard, il n'y a plus rien. Donc ce qui se passe maintenant sur Internet, c'est la sanction politique. J'utilise politique au sens où les Australiens l'utilisent, soit dit en passant, ce qui n'a rien à voir avec la politique partisane. Scott Malcolmson. Ah, c'est australien? Eric Schmidt. Le corps politique. Julian Assange. Oui, le corps politique. La sanction politique est maintenant capable d'aller beaucoup plus vite qu'auparavant, peut-être aussi vite que l'argent. Non pas dans le cadre d'un transfert individuel, mais par des arrangements structurants complexes dont vous avez besoin pour effectuer des transferts, ces derniers pouvant prendre un certain temps. Scott Malcolmson. Vous avez une autre question, Eric? Vous commencez à ressembler à Colombo. Julian, vous avez été si généreux. Jared Cohen, j'apprécie vraiment. Lisa Shields. Vous portez un bracelet? Julian Assange. Oui, sur ma jambe. Une menotte. Lisa Shields. Une menotte? Eric Schmidt. Et simple curiosité, alors que vous vous préparez pour votre prochain procès, malheureusement, est-ce que l'équipe juridique vient vous rendre visite tous les jours? Julian Assange. Eh bien, ils ne peuvent pas venir tous les jours de Londres, ça fait 8 heures de transport par jour. En fait, je viens de virer une partie de mon ancienne équipe juridique. Eric Schmidt. Oui, je viens de voir ça. Vous vous retrouvez souvent au téléphone, alors? Julian Assange. Bien qu'ils aient promis de ne pas le faire, ils facturaient 730 livres de l'heure pour s'asseoir dans un train et venir de Londres. Eric Schmidt, je vois. Julian Assange, ce qui m'a plutôt déplu. Eric Schmidt, mais tout compte fait, est-ce que vous avez en gros quotidiennement de la visite, ou est-ce plutôt inhabituel? Julian Assange, mes équipes. Eric Schmidt, oui. Julian Assange, des visiteurs plus intéressants chaque semaine, ou presque. Eric Schmidt, eh bien j'espère que nous avons été au moins une distraction. Julian Assange, une fuite de Google ne nous dérangerait pas, qui serait, je pense probablement, toutes les requêtes reçues au titre du Patriot Act. Note. Voir les États-Unis contre Wikileaks. Fin de note. Eric Schmidt. Ce qui serait illégal. Julian Assange. Tout dépend de la juridiction. Eric Schmidt. Nous sommes une société américaine. Julian Assange. Il y a des lois supérieures. Le premier amendement, vous savez? Eric Schmidt. Non. J'ai en fait passé pas mal de temps sur cette question parce que j'ai critiqué Patriot 1 et Patriot 2 à cause de leur manque de transparence, des ordonnances secrètes des juges, etc. La réponse est que les lois sont très claires concernant Google aux États-Unis. On n'a pas pu le faire, ce serait illégal. Julian Assange. Nous nous battons sur ce point en ce moment avec Twitter. Nous avons assisté à 3 audiences pour essayer d'obtenir les noms des autres sociétés qui se sont conformées aux assignations du grand jury aux États-Unis. Twitter a résisté à l'assignation, et c'est ainsi que certains d'entre nous en ont pris connaissance. Note. Pour plus d'informations sur l'affaire Twitter, voir les États-Unis contre Wikileaks. Fin de note. Julian Assange. Ils ont soutenu qu'on devrait nous dire qu'il y avait une assignation. On ne me l'a pas dit, mais on l'a dit à 3 autres personnes. Scott Malcolmson. Et cela vous concernait? Wikileaks? Julian Assange. Oui, moi personnellement. Mais on sait qu'il y a au moins 4 autres sociétés qui se sont conformées aux assignations du grand jury aux États-Unis. Eric Schmidt. Je peux très certainement transmettre votre requête à notre directeur juridique. Julian Assange. Dites-leur d'argumenter pour qu'on nous le dise. Eric Schmidt. Donc votre demande spécifique est que Google soutienne juridiquement Julian Assange. Oui. Eric Schmidt. Que Wikileaks, en tant qu'organisation, devrait être informé, Julian Assange, ou n'importe quel individu. Eric Schmidt. Ou les individus s'ils sont nommés dans une FISA. Note. FISA, ou FISA Request, est une requête légale de documents électroniques sur la base du Foreign Intelligence Surveillance Act, une loi américaine autorisant la surveillance physique et électronique, désormais tristement connue dans le monde depuis l'affaire Snowden. Pour plus d'informations, voir Surveillance under the Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, F-I-S-A, Electronic Frontier Foundation, archive.today, /, i, b, U majuscule, 4, C majuscule, point. Fin de note. Eric Schmidt. Ou les individus s'ils sont nommés dans une FISA. Julian Assange. Oui. Eric Schmidt. Ok, je transmettrai. Note. Voir les États-Unis contre Wikileaks. Fin de note. Julian Assange. Super. Eric Schmidt. Et on verra ce que ça donne. Julian Assange. Dites-leur de ramener tous les autres aussi. Eric Schmidt. Attendons une minute avant de nous demander ce que nous allons faire ensuite et laissons plutôt Julian reprendre les rênes de son empire. Autre chose,
vu qu'on parle de diriger Wikileaks. Je continue de poser des questions. Ça m'intrigue. Diriger Wikileaks, vous en êtes capable? Vous avez du personnel, donc vous devez leur parler. Julian Assange, oui. Eric Schmidt par téléphone? J'imagine que vous pouvez envoyer des emails et ce genre de choses, non? Julian Assange, je n'utilise pas les mails. Eric Schmidt, parce que c'est mouchardé? Julian Assange, c'est trop dangereux. Et les mails cryptés, c'est peut-être encore pire puisque cela attire l'attention. Mais on a des téléphones cryptés qui, malheureusement, ne fonctionnent pas dans tous les pays, mais les SMS fonctionnent partout. Eric Schmidt, lorsque vous parlez à un membre de votre équipe, c'est le plus souvent au téléphone ou en personne? Julian Assange, surtout en personne. Je me dois désormais d'agir comme Oussama Ben Laden. Jared Cohen, combien sont-ils dans l'équipe, Julian? Julian Assange, une vingtaine environ. Eric Schmidt, mais donc en gros, si j'essaie de comprendre, des gens viennent vous rendre visite, vous utilisez la technologie avec précaution pour diriger, et vous êtes très au fait de la surveillance, qui vous vise, etc. Julian Assange, oui. Eric Schmidt, et d'après ce que je lis, il en est ainsi depuis un moment. Julian Assange, c'est vrai, depuis au moins 1 an, et un de nos cryptographes a été piégé par les services anglais dans un parking luxembourgeois au début de l'année 2008. C'était le premier cas concret. Eric Schmidt, qu'est-ce qu'ils ont fait? Julian Assange, ils l'ont suivi jusqu'à un supermarché, et quand il est sorti, il l'attendait près de la voiture. Un homme d'une 40aine d'années, une belle montre, de belles chaussures, confiant, grand, avec un accent britannique, un James Bond, très stéréotypé. Il a commencé à poser des questions sur Wikileaks et moi, et lui a dit qu'il serait dans son intérêt de venir prendre une tasse de café pour discuter de ces choses. Mais c'était une menace évidente. C'était un parking de supermarché, il aurait pu faire cette approche ailleurs. Cela a eu lieu dans le parking d'un supermarché. Lisa Shields, est-ce qu'il s'est présenté comme agent des services anglais? Julian Assange, non. Notre cryptographe est parti en répondant qu'il ne s'intéressait pas aux hommes. Ah, Lisa Shields, comment savez-vous si vous avez gagné? Julian Assange, si j'ai gagné? Si nous avons gagné? Jared Cohen, Lisa vient de poser la meilleure question du jour. Eric Schmidt, comment savez-vous si vous avez gagné? Julian Assange, il n'est pas possible de gagner à ce jeu-là. C'est un effort continu que les gens font depuis longtemps. Bien sûr, il y a beaucoup de batailles que nous gagnons, mais c'est la nature humaine que de mentir, de tricher et tromper. Des groupes organisés de personnes qui ne mentent pas, ne trichent pas, ne trompent pas, et se trouvent et se réunissent. Parce qu'ils sont de cette trempe, ils sont plus efficaces, parce qu'ils ne mentent pas, ne trichent pas, et ne se trompent pas les uns les autres. C'est une lutte très ancienne entre opportunistes et collaborateurs. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Je pense que nous pouvons faire des progrès importants et que c'est peut-être la réalisation de ces progrès et le fait d'être impliqué dans cette lutte qui est une bonne chose pour les gens. Le processus est la finalité. Il ne s'agit pas seulement d'arriver quelque part à la fin. C'est plutôt le processus au cours duquel des personnes qui estiment qu'il vaut la peine de s'engager dans ce genre de lutte, en fait, qui est bénéfique. Scott Malcolmson, c'est une finalité spirituelle satisfaisante. Lisa Shields, comment pouvons-nous obtenir la transcription de la partie initiale de ce que vous avez sur bande? Comment voudriez-vous que nous le fassions? Julian Assange, je pourrais vous le donner maintenant, c'est peut-être le plus sûr. Lisa Shields, si ça ne vous dérange pas. Et ensuite, nous le retranscrirons et vous le renverrons. Pourrions-nous simplement l'envoyer par FedEx? Julian Assange, oui. Lisa Shields, est-ce sûr? Fin de l'enregistrement.